Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu me voir. Bah, tu sais, les choses ont bien changé depuis la dernière fois. Viens, je vais te montrer. Regarde un peu. Tout marche tout seul maintenant. Tu as vu ça? Regarde un peu. Tu vois? Et depuis que tu es venu, l'orgue a été d'abord électrifié, c'est-à-dire que la transmission entre les claviers et les tuyaux fait appel à l'électricité. On y a introduit toutes sortes de raffinements extrêmement pratiques, puisque tu vois, je peux préparer des tas de choses à l'avance. Et il faut surtout noter que le grand orgue de Notre-Dame est devenu le plus grand orgue de France aujourd'hui. Et puis l'électricité aussi a été utilisée à produire le vent. Tu sais qu'un orgue, ça marche avec beaucoup d'air. Et dans le temps jadis, il fallait des hommes qui étaient spécialement payés pour ça, qui actionnaient des grandes pompes de façon à nourrir en air les milliers de tuyaux que comporte un orgue. Par exemple, il y a une petite histoire extrêmement amusante. L'un de mes prédécesseurs, qui fut un admirable musicien, Louis Vierne, a connu l'époque, lui, où un employé de la cathédrale était chargé tous les dimanches matins d'aller chercher sous les ponts qui sont enjambent la Seine des clochards qui passaient la nuit là et à qui on proposait pour quelques sous de venir souffler pendant les offices du matin. Et bien entendu, plus l'organiste fait de bruit, plus il faut de l'air. Et plus il faut d'air, plus il faut que le souffleur se donne du mal. Et souffler pendant 2 messes, c'est évidemment extrêmement fatigant. Alors, souffler, ça leur donnait très chaud, et quand on a chaud, on a soif. Alors aussitôt après, on les payait, et ces braves souffleurs n'avaient rien de plus pressé que d'aller dans un établissement du coin avaler quelques litres de vin rouge, ce qui fait que quand ils devaient revenir au Vêpres à 2h30, ils étaient complètement ivres, à un point tel que Louis Vierne les avait baptisés du nom de mes moteurs à alcool. Or, de nos jours, bien entendu, un petit bouton et l'air arrive instantanément sans qu'il y ait besoin de déplacer de la main-d'œuvre. Mais oui, tu vois, tout ça correspond à différentes sonorités. Regarde, voici par exemple quelque chose. Et puis voilà autre chose. Et puis voilà encore autre chose. Et puis quelque chose de tout différent. Et puis on peut faire même encore beaucoup plus de bruit. Et puis enfin, comment devient-on organiste tout court? Alors ça, tu vois, c'est une affaire de vocation. Et puis là aussi, il faut beaucoup de chance. Parce que l'orgue est un instrument très peu connu. En général, il est enfermé dans des tribunes, on ne le voit pas. Il y en a très peu dans des salles de concert. C'est moins populaire que le piano, le violon, tous les grands instruments que l'on entend dans les grands concerts. Alors il faut avoir, à un moment donné, eu la possibilité d'être mis en contact avec un orgue. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Mes parents m'avaient fait étudier le piano quand j'étais très jeune. Tu vois, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans. Et puis en même temps, je faisais toutes mes études scolaires. Et puis quand j'ai eu 14 ans, je m'en rappelle très bien, je te dirai pourquoi tout à l'heure, mon état de santé n'était pas tellement brillant. Il a fallu que j'aille me reposer en Haute-Savoie, très exactement à Saint-Gervais. Et puis, il fallait quand même que je fasse tous les jours, non seulement des heures de repos, mais ma famille tenait à ce que je fasse mon heure de piano obligatoire. Alors mes parents avaient pris contact avec le curé de l'église de Saint-Gervais, qui très gentiment, tous les jours, me prêtait la clé d'une salle où il y avait un piano qui n'était pas tellement formidable, mais enfin, je pouvais au moins faire quelques gammes. Et puis, en explorant cette salle, j'ai découvert, derrière l'écran, un énorme harmonium. Je ne savais pas ce que c'était qu'un harmonium, alors j'ai essayé de le faire marcher. Et puis, j'ai mis longtemps à trouver qu'un harmonium, ça marchait avec des pédales. Ça marchait pas comme le grand orgue de Notre-Dame avec une soufflerie électrique, tu comprends? Et puis, ceci m'a donné l'idée de demander à ce bon vieux curé qui est mort maintenant, qui était un homme exquis, de me montrer l'orgue de son église. Alors, il m'a dit, aujourd'hui, je peux pas, mais demain, si tu veux, viens à 10h. Alors, il m'a monté auprès de ce petit orgue de 2 claviers, qui existe toujours. Et dès que j'ai posé les mains sur les claviers, j'ai senti que je deviendrais organiste.
Alors j'ai terminé mes études secondaires, j'ai fait une année de droit, puis après je suis entré au conservatoire. Et puis j'ai eu la chance d'être nommé à 16 ans organiste à l'église Saint-Roch, qui était un très bel instrument. Et puis le 8 janvier 1955, j'ai eu la chance d'être appelé à être nommé organiste de Notre-Dame de Paris, ce qui fait que je suis en quelque sorte le 44e organiste depuis Léonin. Ça représente tout de même une longue descendance. Léonin, à qui a succédé Perrotin. Et puis tu sais, la musique a beaucoup évolué depuis ce temps-là. À l'époque de Perrotin, voilà à peu près ce que l'on pouvait faire. Tu vois, écoute bien. Tu vois, c'est pas fort comme musique, ça c'est vraiment très confidentiel. Mais depuis qu'on a beaucoup travaillé au Grand Orgue de Notre-Dame, ben, je te garantis que je peux faire autrement plus de bruit. Écoute bien. Alors tu vois, Notre-Dame, c'est en quelque sorte une ville dans une ville. Et le Grand Orgue de Notre-Dame, c'est encore une ville dans Notre-Dame. Parce que le monde de ce grand orgue, il est double. Il peut être à la fois très intime, c'est-à-dire que j'ai la chance énorme de pouvoir, par exemple, venir la nuit travailler. J'ai mon trousseau de clés, je rentre directement par l'escalier, je n'ai demandé à personne l'autorisation, je peux venir à 3 heures du matin, et tu ne peux pas savoir l'impression que c'est de jouer un instrument comme celui-là, quand la cathédrale est complètement déserte, complètement dans le noir, avec cette énorme réverbération, c'est positivement fabuleux. Et je crois que tous ceux qui ont pu le faire ont été marqués pour leur vie de cette expérience. Et puis le deuxième aspect de l'orgue de Notre-Dame, c'est son côté public qui est extrêmement important parce que l'orgue de Notre-Dame a toujours été, depuis qu'il existe des instruments dans la cathédrale, associé à toutes les grandes cérémonies. Il a participé à d'innombrables mariages royaux, princiers, à plus de 100 tédéums. Et il est décidé une fois pour toutes qu'à aucun moment, le grand orgue de Notre-Dame ne doit s'arrêter. Il doit être disponible au cas où on en ait besoin. Et on ne peut absolument pas interrompre son fonctionnement, même pour cause de travaux. Et puis, il faut aussi ajouter que c'est un instrument qui est mondialement connu, puisque nous avons maintenant organisé des concerts tous les dimanches. Et chaque dimanche de l'année, il y a un concert à 6h moins le quart qui amène ici une foule entre 4 à 5 000 personnes chaque dimanche. Nous en sommes à notre 330e. Et au cours de ces concerts participent véritablement tout ce que le monde compte de grands organistes célèbres. Et puis nous donnons aussi notre chance à des plus jeunes qui ne se sont jamais produits en public. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis que tu devenais ici.